Hello! Comme vous avez vu dans le titre, je vous propose une petite vidéo explicative de la Banque Centrale Européenne, la BCE, et en règle générale de toutes les banques centrales. Et je vous fais cette vidéo de mon bureau nature qui est en haut d'un arbre. Ça, c'est la vue d'un côté. Ça, c'est la vue de l'autre. Et c'est à peu près à une dizaine de mètres. Donc, on va s'installer tranquillement. J'ai une petite tablette qui est prévue à cet effet. J'ai mon téléphone pour la connexion. Je vous partage l'écran. Je vous ai préparé un petit pitch très sympathique sur la Banque Centrale Européenne réalisé ce matin, 24 avril 2020. La Banque Centrale Européenne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée la monnaie notamment. Je trouve que c'est intéressant que quelqu'un comme moi, qui est un petit patron de start-up, de deux start-up digitales françaises, une start-up de service qui est claque des doigts, 20 000 utilisateurs qui sont mis en relation avec nos assistants personnels à distance, et une start-up de marketing digital acquire. Et donc, je ne suis ni un financier, ni un politique. En général, quand on entend parler d'économie, de prévision économique, de est-ce que tel ou tel mécanisme économique et type de relance est intéressant, c'est souvent un financier qui parle, donc quelqu'un qui a un agenda, quelqu'un qui gagne sa vie finalement par rapport à ce qui peut se passer avec ces plans de relance, ou un politique qui a également un agenda et qui ne s'y connaît pas forcément non plus en économie, donc pas des points de vue très objectifs. Donc qu'est-ce que fait la BCE? La BCE, elle fournit des liquidités bon marché aux banques en ce moment. Donc via un certain nombre de systèmes, elle fait ça, et les banques ensuite, donc les banques privées européennes, sont censées reprêter à l'économie réelle, aux entreprises, aux ménages, et elles le font ou non, puisqu'elles n'ont pas forcément envie de prêter si elles ne pensent pas être remboursées. Un prêter, c'est très facile. Ce qui est difficile dans le fait de faire un prêt, c'est d'être remboursé, et donc de ne pas avoir un bilan toxique et ensuite de faire faillite. Donc elles ont accès à ces liquidités, ce qui permet normalement, de manière théorique, d'augmenter la probabilité qu'elle prête. Ensuite, la BCE, elle achète des empruntes d'État sur les marchés secondaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la BCE, la Banque Centrale Européenne, n'a pas le droit de prêter directement aux États européens. Elle prête via les marchés secondaires. Comment ça se passe? L'État français, il a besoin de 100 milliards en ce moment. Il lève beaucoup d'argent. Il fait une annonce comme quoi il a besoin de 100 milliards. Un certain nombre d'acteurs financiers des banques, entre autres des assurances, des banques centrales, disent ce qu'elles veulent parmi ces 100 milliards, ce qu'elles proposent et à quel taux. Ensuite, ce qu'elles font, par exemple la BNP, la banque française BNP, prend 10 milliards à 0% et elle les revend sur le marché secondaire, et c'est acheté par la BCE. Donc évidemment, ça pousse beaucoup les banques et les acteurs financiers à participer à ces levées de dettes des États, dans le sens où ils savent qu'ils peuvent les refourguer à la BCE, qui est acheteur sur les marchés secondaires. Mais ça limite quand même l'endettement de l'État, étant donné que la BCE pour l'instant ne prête pas directement. Et avant, il y avait une limite qui a sauté maintenant, de 40% du total de la dette d'un État qui peut être possédé par la BCE. Donc il y a beaucoup de verrous qui sautent, comme ce verrou de 40% qui maintenant a sauté. Il y a également le verrou des emprunts d'État mal notés, comme celui de la Grèce, qui ne pouvait pas être mis en gage à la BCE pour avoir des liquidités, et qui maintenant peut être mis en gage. Donc ils ouvrent un petit peu les vannes, mais pas encore à 100%, donc ils mettent des limites pour contrôler le système. La BCE également, elle s'occupe de fixer des taux directeurs importants, donc de manière centralisée. Elle décide les taux de dépôt, de refinancement, de taux d'escompte. Plus que 2 slides, ça va aller très vite. Bilan des banques centrales. Point important, la Fed, la banque centrale américaine, crée la monnaie de réserve mondiale, 70% des échanges mondiaux. Et dans son bilan, il y a tout ce qu'elle possède, comme les autres banques centrales. Il y a des emprunts d'État, il y a des emprunts d'entreprise, il y a des devises étrangères. Il y a, pour certaines banques, comme la banque japonaise, des actions même d'entreprise. Donc, on l'a sur cet onglet à côté, le bilan de la Fed. On voit depuis 2008 l'augmentation. 2008, c'était à peu près à 878 milliards. Et maintenant, au 14 avril, 6300 milliards. 800 milliards, 6300 milliards dans l'espace de 10 ans. Et puis, plus de 2000 milliards d'augmentation là sur les dernières semaines.
plus de 200 milliards d'augmentation en une seule semaine entre le 7 et le 14. On va avoir les chiffres là du 21 avril demain. Donc ça, c'est pour la Fed. Pour la Banque Centrale Européenne, on constate à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont gonflé leur bilan énormément et encore plus récemment, et la Banque Centrale Européenne a annoncé 750 milliards de plus d'achats. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'ils rachètent à fond la caisse les emprunts, ils créent de la liquidité. Pourquoi ils créent de la liquidité? On va le voir ça dans le dernier slide. Pour l'instant, important de savoir, prévision de la BCE, 6200 milliards contre 5300 à peu près maintenant, 6200 milliards en fin d'année. À 10 000 milliards, j'estime qu'il y a des risques d'inflation. Là, c'est pour la Fed. Pour la BCE, ce serait peut-être même avant. 35 000 milliards de bilan, donc on est à 6 300 actuellement. Risque d'hyperinflation. Hyperinflation, c'est quand les prix de la consommation augmentent de manière très, très rapide. Et ça a énormément de conséquences négatives. On le voit dans le dernier slide, c'est ça le plus important, le plus intéressant. Autre point important, on peut donc par les mécanismes faire des finalement théories cohérentes, comme je suis en train d'essayer de faire, mais on peut également regarder dans l'histoire qu'est-ce qui s'est passé. À 40% des dépenses de l'État payées par la dette, et là c'est ce qu'on atteint, il y a des risques de monétisation et risques d'inflation à chaque fois. Donc ça c'est un point assez objectif dans l'histoire qui s'est passé. Et l'inflation, pourquoi c'est mauvais? Pourquoi c'est mauvais? Avant de le dire, et quand le dire ce sera mon dernier point, je vais dire quels sont les avantages de faire ça, quels sont les avantages de faire ces relances. Donc comme j'ai dit dans la vidéo précédente que j'avais fait hier, ils veulent boucher des trous. Donc ils bouchent les trous qui ont été créés par le Covid-19, trous dans les revenus des ménages et aussi beaucoup des entreprises. Via également le système de chômage partiel, ils bougent des trous. Bouge des trous, ça permet de sauver le système, ça permet que l'économie continue à tourner, ça permet de sauver les banques, ça permet de sauver les actionnaires, ça permet de sauver les détenteurs de dettes seniors des entreprises, ça permet de sauver le système, ça permet de sauver les gens de plus de 50, 60 ans qui ont beaucoup d'actifs financiers, ça permet de sauver tous les gens qui travaillent dans le système financier, ça permet indirectement que la société tourne et c'est censé être intéressant pour tout le monde, puisque tout le monde reçoit ses paiements au moins nominalement. Mais le risque, c'est qu'en créant trop de monnaie, on crée de l'inflation. L'inflation, c'est extrêmement négatif, ça entraîne une baisse du pouvoir d'achat de la monnaie. Donc ça réduit la valeur de la monnaie et donc la valeur de ce qu'on a grâce à nos salaires. Ça pénalise beaucoup les salariés, ça crée énormément de déséquilibres financiers et ça crée des inégalités car ceux qui sont proches de ces flux financiers profitent plus évidemment de cette création monétaire. Ceux qui sont moins proches en profitent moins. Et également, il y a moins d'opportunités, moins de changements. Et ajouté à plus de régulation, ça profite aux gros existants. Et ça fait pâtir de ceux qui peut-être ont des idées nouvelles, peut-être ont de l'énergie nouvelle à apporter. Et donc, ça entraîne un statu quo. Statu quo qui peut être intéressant à court terme, mais qui est très risqué à plus long terme. Et puis, un exemple dont il faut se rappeler, la République de Weimar en Allemagne dans les années 30. La République de Weimar, c'est 1918 à 1933. Ils ont créé énormément de monnaie. Ils croyaient créer de la richesse. Mais créer de la monnaie, créer de la masse monétaire, ce n'est pas créer de la richesse. C'est produire qui crée de la richesse. C'est l'innovation, c'est l'intelligence des gens, c'est l'amélioration de la productivité. Et donc, c'est parti en hyperinflation. Et ça a permis à Hitler d'arriver au pouvoir. Donc, l'inflation, très dangereux. Créer énormément de monnaie. Ça profite à ceux qui sont proches de ces flux de monnaie. Et puis, ça crée énormément d'aléas moraux. Donc, c'est très dangereux, très risqué. À court terme, ça nous sert. Mais c'est à faire avec parcimonie, puis il faut être conscient des risques. Donc, je vous laisse avec la vue que j'ai de mon bureau dans un arbre. Ciao, ciao.